Une deuxième partie sur les contestations culturelles, et notamment avec la génération romantique et le mal du siècle. Le romantisme est un esprit nouveau, influencé par l'étranger, notamment l'Allemagne, avec Goethe et Schiller, l'Écosse et l'Angleterre vers le milieu du XVIIIe siècle, et qui ne s'acclimate que tardivement en France, malgré les ouvrages précurseurs de Jean-Jacques Rousseau, avec La Nouvelle Héloïse en 1761, et Bernardin de Saint-Pierre avec Paul et Virginie en 1787. Il exprime le mal du siècle qu'incarnent Chateaubriand, Stendhal, Musset, justement, à qui on doit cette expression mal du siècle, ou Victor Hugo. Le héros romantique n'est plus un homme raisonnable, mais un homme sensible, qui rejette les lumières. Le romantisme exprime un triple refus, celui d'un art académique imitant l'Antiquité, le refus des normes contraignantes qui assèchent la sensibilité, et le refus d'un monde présent dominé par le pragmatisme et l'esprit bourgeois. Au début de la Restauration, le romantisme se teinte de nostalgie et d'une sorte de regret des temps anciens. François-René Chateaubriand publie Atala en 1802 et Madame de Staël de l'Allemagne en 1808, donnant ses premières lettres de noblesse à ce courant novateur. Les Méditations de Lamartine en 1820 symbolisent cette nouvelle sensibilité littéraire. L'auteur y évoque sa peur du temps qui passe, de cette époque qui oscille entre nostalgie d'un passé révolu, la peur des bouleversements de l'histoire, et qui n'a d'autre solution que de se réfugier dans la contemplation. La sensibilité romantique manifeste aussi un besoin d'évasion, qui s'exprime par la vogue du voyage initiatique, à la recherche de sites pittoresques ou de traces d'un passé révolu. Edgar Quinet parcourt la Suisse, Victor Hugo la Rhénanie et les Pyrénées. Ce temps de dépaysement trouve aussi sa traduction dans une attirance pour l'Orient. Ainsi Flaubert et Gérard de Nerval visitent l'Égypte, Eugène Delacroix, l'Algérie et le Maroc. Les premiers romantiques sont donc royalistes. Puis, dans les années 1820, un basculement s'opère et se rapproche des luttes pour la liberté. L'évolution politique de Victor Hugo ou de Delacroix est symptomatique de ce tournant. D'abord légitimiste, ils se détachent de leurs attaches conservatrices. Victor Hugo glorifie Napoléon en 1827 et se fait le chantre de la liberté avec Hernani, tout comme Delacroix peint la liberté guidant le peuple. Puis, le romantisme se structure. En 1823, Émile Deschamps fonde la Muse française, Paul Dubois, le Globe. En 1827, Victor Hugo, dans sa préface de Cromwell, publie un véritable manifeste du romantisme moderne. En 1830, la bataille d'Hernani consacre la polémique entre les modernes et les anciens. Les romantiques veulent s'affranchir des règles jugées sclérosées. Il devient un mouvement contestataire contre l'art classique, la bourgeoisie triomphante, et se veut au service des revendications sociales. C'est notamment à travers le roman qu'il connaît son apogée, avec Stendhal, Le Rouge et le Noir et La Chartreuse de Parme. Musset, La Confession d'un enfant du siècle, Eugène Sue et les Mystères de Paris, Victor Hugo et les Misérables. Il s'étend aux arts plastiques et musicaux. Eugène Delacroix peint La liberté guidant le peuple, Femme d'Alger, Massacre de Sceaux, La Grèce sur les ruines de Missolonghi. François Rude sculpte Le départ des volontaires de 1792 pour l'Arc de Triomphe, plus communément appelé la Marseillaise. Hector Berlioz compose la Symphonie fantastique ou la Damnation de Faust. À partir de 1840, le mouvement s'essouffle, son esthétique ne correspond plus aux attentes de la bourgeoisie positiviste de l'âge industriel. Cette époque a donné un prestige sans précédent à l'artiste et lui donne un statut lui permettant d'exister par lui-même. En voyant justement les remises en cause du goût dominant par la suite. Dès le milieu des années 1840, le refus des canons esthétiques bourgeois passe par des canaux plus marginaux, le réalisme. Gustave Courbet ouvre la voie en peignant L'homme au chien noir. Honoré Daumier crayonne ses féroces caricatures. Cette volonté de dépeindre le monde tel qu'il est sans se soucier des critères esthétiques débouche sur le courant naturaliste incarné par Émile Zola, ou Jean-François Millet et son Angélus. Dès les premières années du Second Empire, de nombreux artistes se déclarent indépendants et prennent l'habitude de se retrouver à Montmartre. C'est le cas d'Auguste Renoir, Alfred Sisley, Camille Pissarro, Edgar Degas ou Paul Cézanne. Ils forment à partir de 1874 l'école impressionniste par allusion au tableau Impression au soleil levant de Claude Monet. L'impression de non-composition déroute le public et la critique.
Ils sont rejetés du salon qui se tient au Palais de l'Industrie de l'Exposition universelle de 1855. En 1863, l'empereur accepte qu'il tienne un salon des refusés dans une annexe. Manet y expose « Déjeuner sur l'herbe » qui fait scandale.